Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Grégoire! Bonjour Gauthier. Je suis ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design Journeys. Comme moi, à chaque épisode, et comme tu le sais puisque tu as déjà écouté des épisodes, on va parler de ton parcours et de ce que tu fais au quotidien dans ton travail aujourd'hui. Mais avant tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Déjà merci beaucoup à toi de me recevoir. Donc je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans. Je suis user researcher pour Moza, qui est un collectif de product design, et je viens de cofonder un collectif de user research qui a créé une formation qui s'appelle Cousteau. Voilà. Et ensuite j'ai commencé mon parcours. Alors je sais pas si tu veux que je parle déjà de tout mon parcours maintenant. Eh ben, j'allais te poser la question, donc on peut y aller. Super. Du coup, la user research pour moi, ça a vraiment commencé en 2014. Donc, j'ai fait des études de commerce sans avoir d'idée très précise de ce que je voulais faire derrière. J'ai fait un bac ES. Mes meilleures matières, c'était la philo et le sport. Donc ça aide pas forcément à faire des choix. J'aimais bien l'éco aussi. Et voilà, du coup, j'ai choisi une formation, on va dire, assez généraliste dans l'idée de pouvoir un peu me laisser le choix au fur et à mesure de mon parcours. Du coup, en master, j'ai choisi de faire marketing du web, en gros, donc marketing digital, c'est un peu la manière dont on appelait ça à l'époque. Et j'ai fait plusieurs stages, notamment en Asie. Donc j'avais travaillé en Chine dans une agence web. C'était assez incroyable. Ça reste une de mes meilleures expériences parce que c'est vraiment un monde totalement différent, à la fois le monde du travail, le web chinois, alors l'UX évidemment aussi. Ça c'était chouette. Et ensuite, Tiens, ouais. je te coupe. Qu'est-ce qui est différent justement tu parles de l'UX différente en Chine. Qu'est-ce qui est si différent que ça par rapport à l'Europe? Alors la première chose, c'est que les codes, les codes des principales plateformes que nous on a en Europe, que sont Google, Facebook, etc., ils n'existent pas en Chine parce que c'est d'autres plateformes. Alors à l'époque, moi c'était donc Baidu qui est en gros l'équivalent de Google, Weibo qui serait un peu entre Facebook et Twitter, QQ et après plein de messageries. Je pense que l'autre élément qui était extrêmement différenciant à l'époque, en tout cas, c'est qu'en fait, c'est un pays qui a été mobile first en fait par le hardware, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas passés d'un monde où les gens avaient des ordinateurs à la maison et puis des ordinateurs portables et puis des mobiles. En fait, ils sont passés d'un monde où les gens avaient rien et d'un coup, ils avaient des mobiles pour littéralement tout faire. Donc voilà, à la fois dans les codes, les hardware qu'ils ont et ce qu'ils font avec, c'est des choses totalement différentes. Ok. Et donc, si on revient là-dessus, tu disais que tu avais fait des stages, mais à l'époque, c'était encore en marketing digital, c'est ça? Ouais, donc là, c'était en marketing digital, donc c'était plutôt faire des campagnes, tu vois, avec des bannières sur les réseaux sociaux, un peu d'endorsement et tout. Et ensuite, donc, je suis rentré en France, j'ai fini mes études en faisant un dernier stage chez Coca-Cola à Paris, dans les équipes qu'ils appelaient Northwestern Europe. Donc en gros, c'est voilà l'Angleterre, Benelux, les pays du Nord et la France, pour faire en fait une équipe un peu transverse de digital marketing à disposition de toutes les marques du groupe Coca-Cola. Donc l'idée, c'est chaque marque, elle va avoir des campagnes parce que il y a une Coupe du Monde qui arrive, par exemple, et du coup, elle va vouloir faire des trucs
des campagnes sur le web. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça? Donc, on développait des petits sites, des petites apps, des campagnes avec des agences, etc. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que à ce moment-là, moi, j'ai travaillé sur un jeu mobile avec les équipes de PlayStation et un studio dont j'ai oublié le nom qui est basé en Suède. Et donc c'était un projet qui était assez important. Évidemment, je travaillais pas dessus tout seul, hein, j'étais avec mon équipe. Et donc en fait, c'était plusieurs jeux de PlayStation qu'on mettait dans un petit jeu mobile et qui étaient rebrandés avec des codes de la marque Coca-Cola Zero, etc. Donc c'était quand même un projet assez important donc on faisait plein de réunions avec le studio, il y avait plein de super idées jusqu'au jour où on a eu la chance, donc je crois que c'était en fin d'année, ça va être au mois de mai, après d'avoir les stagiaires de troisième qui viennent dans nos bureaux. Donc on avait, je sais pas, entre 5 et 10 stagiaires de troisième qui étaient là. Du coup, on s'est dit, bah super, on a notre jeu, on avait une petite version bêta sur deux, trois téléphones, on va pouvoir leur faire tester le jeu, quoi. Donc là, on les a mis dans une salle et en fait, c'était la première session de research que j'ai fait où bah, on avait pas vraiment de guide d'entretien, mais bon, c'était noté un peu des questions. On s'est dit, OK, on va regarder un peu comment ça marche. Et alors, ce qui est bien avec des ados, en plus, c'est qu'ils ont beaucoup moins de filtres. Donc, ils vont pas te dire, ah, mais ça, je suis pas sûr que les gens vont aimer, etc. Soit c'est génial et du coup, ils te piquent le téléphone et ils passent l'après-midi avec à jouer et ils veulent plus te parler, ou soit c'est nul et au bout de 5 minutes ils disent ok c'est nul et en fait je vais faire autre chose, quoi. Bref, du coup on a quand même creusé un peu le truc avec eux, mais on a appris beaucoup plus en 2 heures avec eux que dans les heures de meeting qu'on avait fait avant. Et du coup à ce moment-là, avec le manager de l'époque, on s'est dit, c'était un peu le aha moment où on s'est dit mais en fait c'est ça le problème, quoi. Enfin, je peux passer du temps à faire des meetings interminables alors qu'en fait, on ne sait pas précisément à qui on s'adresse, comment s'adresser à eux. On teste pas en fait ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce moment-là? Du coup, on a un peu resté là. Et lui, il a commencé en fait à discuter avec pas mal d'autres boîtes en se disant, bah, est-ce qu'il y a que moi qui ai le problème en fait, ou est-ce que les autres ont le problème? Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que dans plein d'autres boîtes, des boîtes qui avaient une identité plus tech d'ailleurs, chez Vestiaire Collective, même chez Blablacar à l'époque, chez Parrot, je sais plus à qui on avait parlé, mais bref, tu vois, assez vite on a vu que bah effectivement il y avait cette problématique de avoir un pont un peu plus entre ceux qui construisent et ceux qui utilisent. Et à l'époque, on parlait évidemment pas d'user research, même la culture design globalement, voilà, était quand même encore assez peu développée en France de manière générale, enfin dans les boîtes tech en France de manière générale. Pour remettre Ouais, dans le contexte, c'était en 2013-2014. c'était en 2013-2014 exactement, ouais. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit bon bah ok, si on a suffisamment de personnes, de boîtes qui sont intéressées, on va essayer de créer une solution pour résoudre ce problème. Donc là, on a lu le Lean Startup de Ash Maurya et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut démarrer le plus lean possible? Donc on a un peu refait ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que on avait testé pour Vestiaire Collective une partie du produit, je me rappelle plus exactement laquelle, mais en gros, du coup, on s'était fait un petit guide de test. On avait mis des gens pareils dans une salle, et puis on passait du temps avec eux pour regarder comment les trucs se passaient. Et ensuite, on mettait dans un Google Sheet. En gros, c'était un peu une sorte de rainbow chart, tu vois, où tu mets voilà telle tâche, c'est bien passé, c'est mal passé et tout. Et et on a quand même réussi, voilà, à vendre ça à Vestiaire Collective, qui nous ont un peu fait confiance en disant bon bah testez votre truc et puis on verra ce que ça donne. Et puis finalement ils se sont dit bah ouais, on a quand même appris plein de choses, ça a l'air intéressant. Continuer quoi. Et donc bah là on a créé en fait cette entreprise qui s'appelle Fairpection, à laquelle je vais passer 5 ans, qui était donc au début c'était vraiment l'idée c'était de faire un outil de user test, donc plutôt plateforme, produit,
en gros, on avait vu qu'il y avait usertesting.com, mais personne l'utilisait trop en France. Le défaut qu'on avait vu, c'est qu'en fait, tu digitalises un processus humain assez long, mais finalement peut-être pas tellement à le rendre plus rapide via l'analyse, ce qui est euh, un problème, je pense qu'on énormément de personnes dans ce monde-là ont identifié, qui est en fait assez difficile à résoudre parce que les données que tu récoltes des différents humains et que tu fais tester, ou même quand tu fais des choses plus exploratoires, elles sont tellement diverses et elles demandent tellement de compréhension du contexte que en fait trouver un moyen technologique de l'analyser très facilement, c'est assez compliqué. Donc on s'est un peu cassé les dents là-dessus quand on a créé Fairpection, où en fait on a testé beaucoup d'IA, notamment ce que faisait IBM Watson à l'époque sur l'analyse des données en fait humaines, donc notamment du texte. Donc de dire bah tu fais tester ou tu fais une interview et en fait via le texte, si on en met 10, on va être capable de récupérer des patterns, etc. Et en fait non, enfin on était toujours trop loin de ce que pourrait faire un humain en fait en termes de qualité et en fait même si t'es à 70% de qualité, c'est pas du tout suffisant en fait pour que le truc soit viable. Voilà, mais bon, il y a plein d'autres boîtes aujourd'hui qui s'attaquent au problème. Je pense notamment à ce que fait Maze, qui part un peu de cette problématique. Voilà, et je pense qu'elle a trouvé une bonne solution pour au moins une partie du problème. Et donc au final, Fairpection est plus devenu une sorte de consultancy, de research où il y a à la fois, on faisait à la fois de l'exploratoire, à la fois des user tests. Voilà, l'idée c'était plus de se dire finalement sur un projet, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à toutes les étapes en conseillant les bonnes méthodes et en les appliquant. Alors, j'aimerais bien revenir sur cette expérience avec toi parce que finalement, tu es passé du marketing digital à la user research. Et la question que je me suis posée en t'écoutant, c'est finalement comment tu es devenu user researcher. Comment tu as fait. Parce qu'en fait, tu n'avais pas les bases du métier. Les personnes avec qui tu as monté Fairpection n'étaient pas du métier non plus. Comment on devient user researcher? Ouais, c'est une super question. Bah évidemment, déjà, je pense que ça c'est pas fait du jour au lendemain, hein. Donc au début, je faisais pas je faisais pas d'user research à proprement parler, dans le sens où on essaie plus de construire un produit d'user test, donc de parler, voilà, à des gens qui faisaient du produit, etc., te dire c'est quoi vos besoins. Donc on faisait un peu de recherche, mais pas de manière professionnelle, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, je pense au bout d'un an et demi, 2 ans, on a commencé à pivoter en disant, bah en fait, il faut qu'on soit meilleur sur la partie research, qu'on soit capable de faire de l'exploratoire, qu'on soit capable d'avoir des méthodos quali, quanti. Donc là, on a embauché quelqu'un qui venait de chez TNS Sofres, donc qui connaissait très bien la partie recherche, mais plus marketing. Et on a commencé à travailler avec des free en fait qui eux faisaient déjà un peu de recherche plus pour du produit. Et donc moi en fait c'est en regardant plus les autres faire et tu vois en commençant à faire des choses que j'ai appris. Donc j'ai appris de manière très empirique finalement. Euh, et et puis bon bah au fur et à mesure tu vois j'ai ajouté des cordes à mon arc. Alors, il m'en manque évidemment encore plein, mais je pense que ça m'a permis aussi, au fur et à mesure, en fait, de savoir euh, qu'est-ce que j'étais capable de bien faire ou moins bien faire en tant que researcher, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de bons full stack researchers. Ça serait quoi pour toi un full stack researcher pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas vraiment ce que c'est? Est-ce que tu pourrais donner ta définition d'un user researcher? Ouais, très bonne question. Du coup, ma définition d'un user researcher serait quelqu'un qui est capable d'aider une organisation, une entreprise à choisir la bonne direction en comprenant mieux
ses utilisateurs, à la fois leur contexte, leurs besoins, leur motivation. Ok, très clair. J'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur Ouais. ta façon d'apprendre et ce que vous avez fait pour monter en compétence sur la recherche. C'est que vous avez fait venir quelqu'un de Sofres, c'est ça, Ouais. pour faire de la recherche plutôt marketing. Je trouve ça hyper intéressant parce que d'ordinaire, on parle rarement de recherche marketing et de recherche utilisateur dans la même conversation. Et moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez fait venir quelqu'un du marketing pour faire de la recherche utilisateur. C'est une bonne question. Déjà, c'était quelqu'un qui avait du coup une connaissance un peu plus formelle, notamment de la recherche quantitative. Et en fait, euh, disons que si on prend la recherche de manière un peu plus globale, l'idée c'est de se dire, on se pose un certain nombre de questions. Pour répondre à ces questions, on va essayer de trouver la bonne méthode, le bon angle, de savoir à qui on va poser la question, donc le bon échantillon. Et ça, idéalement, ça va nous apporter tout ou partie de la réponse, ou parfois pas du tout parce qu'on s'est trompé, mais en tout cas, voilà, ça va nous permettre d'avancer. Et ça, en fait, c'est vrai à la fois pour le marketing qui cherche à vendre un produit ou un service, ou pour la partie, on va dire plus conception qui cherche à créer un produit ou un service. Alors après, on va effectivement pas forcément utiliser exactement les mêmes méthodes pour l'un et pour l'autre, mais il y a quand même en fait un certain nombre de méthodes qui sont les mêmes. Et aujourd'hui, par exemple, on voit de plus en plus de gens qui ont les postes de product marketing dans les boîtes. Et en fait, pour moi, la recherche, elle doit tout intégrer en fait. Pour moi, c'est plus une fondation au final. En fait, j'allais dire idéalement, pour moi, il n'y a même pas de recherche marketing ou de recherche produit. Il y a de la recherche, des questions qu'on se pose à l'intérieur de l'entreprise. Et ensuite, en fait, on va aller trouver les bonnes méthodes pour y répondre. Et du coup, en fait, ça va nous amener, à mon avis, à une recherche qui est plus stratégique, qui du coup pose des questions qui sont peut-être plus fondamentales pour l'organisation, l'entreprise, en se disant, en fait, c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi la raison pour laquelle nos utilisateurs nous utilisent profondément, etc. Et en fait, ça derrière, ça va guider à la fois le marketing, ou peut-être qu'on appellerait la grosse aujourd'hui en produit, la stratégie produit, même partie du design. Enfin, voilà, c'est vraiment la fondation en fait derrière de ce que tu fais. Donc pour toi, il n'y aurait pas de marketing research et de user research, il y aurait juste la recherche qui sert à toute l'entreprise. Exactement. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la recherche est vraiment vue comme recherche utilisateur ou vraiment la recherche marketing où t'es derrière un miroir sans teint où tu regardes des gens utiliser ton produit. Ouais, et même la recherche utilisateur. Aujourd'hui, parfois, dans le vocabulaire, on va voir des différences, redire il y a user research et puis il y a user test, par exemple. Oui. En fait, pour moi, les user tests, c'est une méthode de user research. Et effectivement, l'idée pour moi, c'est presque de redescendre encore un cran et de dire, en fait, il y a la research. Et en fait, ça, c'est un pôle dans l'entreprise qui alimente tout le monde de connaissances, qui récupère d'ailleurs aussi les connaissances de tout le monde en disant en fait on récupère des connaissances des sales, du marketing, du produit, etc. Et derrière on réalimente. C'est une sorte de moulin à eau comme ça dans lequel toutes les équipes vont mettre de l'eau et qui va être capable ensuite de rendre plus intelligent tout le monde. Et à mon avis de créer aussi plus de cohésion, parce que en fait, si tout le monde a effectivement cette même compréhension des users et du marché, etc., on a, à mon avis, plus de chances à la fin d'avoir un produit, un marketing, etc., qui sont cohérents, quoi. Tu penses que la research devrait sortir du design? Dans beaucoup d'entreprises, la user research fait partie du pôle produit ou du pôle design. De ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est plus quelque chose qui est au-dessus ou à part
Ouais, en fait, je pense presque que le design devrait sortir du design, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, je pense qu'en fait, on est passé d'un design il y a, je sais pas, entre 5 et 10 ans, qui était un peu, on met des couleurs et on fait de la peinture, à maintenant, on a compris que le design, c'était vraiment la conception d'un système, on va dire, de manière plus complète. Et en fait, si on remonte encore d'un cran, on pourrait se dire, bah en fait, le design, c'est aussi la conception d'une organisation. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont les informations sont organisées, accessibles, etc., à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, c'est du design. Et en fait, pour bien faire ça, il faut faire de la recherche. Et du coup, pour moi, voilà, l'idée, c'est peut-être, alors je sais pas s'il faut commencer par le design ou par la recherche. Peut-être que justement, la recherche, ça peut être un bon angle en disant, bah, si déjà on crée une base de connaissances communes, ensuite on va pouvoir réfléchir au reste. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, le design, tout de suite, tu vas très vite être tourné vers les solutions. Et c'est pas toujours facile dans une organisation enfin, c'est même toujours compliqué de mettre tout le monde d'accord sur des solutions euh, et de savoir qui pilote la solution, etc. Alors que la recherche, finalement, ça peut être vu un peu plus comme une respiration de l'organisation, sans qu'on commence déjà à mettre le doigt dans les solutions et que ça devienne compliqué et qu'on n'arrive pas à avancer. Du coup, ça peut être le bon angle, justement, je pense, pour que diffuser aussi cette culture du design en interne et comprendre que c'est pas juste le design d'un produit, en fait, c'est le design de toute une organisation qui va faire que ça fonctionne bien. Ça me fait un peu penser à ce que disait Roxane Lacote dans un épisode du podcast, c'est que finalement, elle, en tant que researcher, elle est juste là pour donner des problèmes. Et en fait, à vrai dire, elle s'en fout un peu des solutions, dans le sens où le but, c'est que l'entreprise comprenne un peu quels sont les usages de sa plateforme, de son service, de son produit, et que que tout le monde s'en rende compte au sein de l'entreprise pour aller dans une même direction. Si on revient un petit peu sur Fairpection, j'ai vu que vous étiez beaucoup orienté vers des grands groupes, en plus des startups que tu citais tout à l'heure. J'ai noté par exemple L'Oréal ou Air France, donc qui sont plutôt des gros groupes. Et la question que je me suis demandé en voyant ça, c'est comment toi tu faisais pour vendre de la user research à d'aussi gros groupes qui sont pas habitués à ça. Ouais, c'est une super question. Euh, Alors, je dirais que peut-être là, une petite différence quand même entre ce qu'on peut voir dans des startup tech et dans des gros groupes, c'est que dans des gros groupes, traditionnellement, il y avait souvent une équipe qui faisait justement de la market research. Donc, il y avait un peu une équipe. Alors, je sais pas, je rappelle chez Coca-Cola, ça s'appelait Knowledge and Insights, mais du coup, c'était pas du tout utilisé par les gens qui faisaient du produit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes font du produit chez L'Oréal ou chez Air France. Elles utilisent pas du tout ces services-là parce que c'est pas du coup des équipes qui savent faire du produit, qu'on les enfin ouais, les bonnes méthodes pour aller aider et le bon langage, la bonne structure en fait pour aider ces équipes-là. Mais ils ont quand même un truc ils ont quand même des informations, ils ont presque plus d'informations, je pense quand même, sur leur marché, leurs users, parce qu'ils ont beaucoup étudié ça pendant très longtemps. Mais c'est pas forcément des informations qu'ils arrivent bien à utiliser dans le produit. Donc culturellement, il y a quand même cet élément-là qui est intéressant. Et ensuite, je pense qu'il fait la différence, c'est de dire, bah en fait, vous dépensez tellement d'argent pour essayer de construire des bonnes solutions, et il y a des enjeux qui sont tellement importants pour vous que vous pouvez pas vous permettre d'échouer en fait. Donc si vous travaillez avec nous et que on passe un peu de temps et que vous dépensez un peu d'argent pour mieux comprendre à qui vous vous adressez, comment s'adresser à eux, tester ce que vous êtes en train de faire, bah en fait vous avez quand même beaucoup plus de chances de réussir votre projet à la fin. Et en fait globalement le job to be done d'un chef de projet dans ces boîtes là, c'est qu'on lui dise ok
bah, tu as réussi ton projet et tu peux passer à celui d'après, quoi. Donc nous, on venait un peu résoudre ça en disant, bah, en fait, on a aussi une garantie de succès pour toi dans ton projet parce que on va t'aider à sortir une app, un service, un nouveau service pour L'Oréal qui a été construit avec de la connaissance utilisateur et qui du coup va marcher demain, quoi. Et tu vois, quand je t'entends le dire, ça a l'air si simple d'arriver et de leur dire avec la recherche, ça va marcher. En pratique, je me rends compte en discutant avec d'autres researchers, d'autres designers, et puis même dans ma vie de tous les jours, c'est quand même assez dur à vendre. J'ai l'impression que tu as un discours qui est assez optimiste en disant tu y vas et tu te dis avec nous ça va vous permettre vous allez dépenser un peu d'argent mais vous allez en gagner à côté. On sait dans les faits que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment ça va se passer pour réussir à mettre vraiment ça en avant? Ouais, ouais, je suis très optimiste par nature, donc effectivement c'est beaucoup moins C'est facile une que bonne chose, ça, mais moi j'ai envie de comprendre. bien sûr. Alors, juste pour revenir sur le paradigme start-up et grand groupe, je pense qu'il y a quand même un point qui est un peu fondateur, qui est les startups, elles essayent de shipper plus vite, et les grands groupes, ils essayent de pas failer. Et du coup, c'est quand même pas exactement, tu vois, la même, t'as pas les mêmes objectifs, t'as pas quand tu manages un produit dans une startup ou dans un grand groupe. La peur de l'échec est beaucoup plus importante pour un grand groupe et pour des bonnes raisons, hein, parce que euh, L'Oréal, il y a des produits sur lesquels on travaille où tu as tout de suite des millions d'users et dans 80 pays dans le monde, il faut que ça marche aussi bien pour des Chinoises par exemple que pour des Australiennes, des Canadiennes, etc. Donc tu as quand même à la fois voilà une complexité et une peur de l'échec qui font que ben la research est si vendue comme quelque chose qui va réduire ton incertitude, parce que c'est à ça que ça sert, hein, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, on va réduire l'incertitude qu'on a sur le projet. Ça permet quand même de convaincre les personnes en interne. Je pense l'autre point qui est important, c'est plus tu as d'interlocuteurs, plus tu mets en risque en fait ton projet parce que en fait il y a tellement de parties prenantes et de stakeholders que à la fin tu finis par avoir une solution qui est un espèce de truc qui fonctionne pas parce que c'est une tonne de compromis entre des décideurs qui sont pas des concepteurs qui n'ont pas le pouvoir de décision, etc. Et en fait voilà, la research permet aussi, je pense, et ça c'est vrai de manière globale, plus les organisations sont complexes, de remettre aussi un peu les choses dans leur contexte, de repartir du user, des user stories et de se dire bon bah ok, en fait qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire et donc ça c'est aussi une forme de guide et je pense le dernier point c'est qu'évidemment ça dépend des interlocuteurs quoi, c'est-à-dire que les personnes qui vont faire ça dans des grands groupes c'est des personnes qui s'intéressent globalement un peu plus au design, un peu plus au produit que peut-être la moyenne de ces équipes-là, et qui ont un pouvoir de décision ou un pouvoir de persuasion suffisamment important pour expliquer à tout le monde que faire de la user research, ça va être génial et que ça va changer la vie des produits. Euh, et après, bah, si ça marche sur un projet, forcément, ça devient plus facile pour les autres, quoi. Donc du coup, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple de vendre de la recherche à un gros groupe qu'à une startup. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, ok. On reviendra sur ce point-là tout à l'heure quand on parlera de Mozart. Mais je trouve ça intéressant parce que par rapport au parallèle que tu faisais tout à l'heure et parlant du marketing et de la recherche en général, c'est vrai que je me dis, les grands groupes investissent déjà énormément dans de la recherche marketing. Et donc, en fait, le pas me semble naturel de passer à de la recherche, on va dire, utilisateur pour aller vers la suite. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu d'une méthode de recherche utilisateur chez Fairfaction pardon, je le prononce à l'anglais, je sais Ouais, pas, tu veux je sais pas les pourquoi. Fairfaction, c'est très bien. Non, c'est ça.
J'ai moins de mal. Perfection. Quelle était en fait justement cette méthode que vous vendiez à vos clients? Est-ce qu'il y avait une méthode miracle ou pas? Non, il y a pas de, il y a pas de méthode miracle, il y a pas de secret. Évidemment, euh, la bonne méthode, c'est effectivement de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué quand tu es en fait dans cette position, c'est que on vient souvent te voir en te demandant de faire une méthode justement, en disant ah bon ben voilà j'ai vu que vous faisiez du quanti, est-ce que nous on aimerait bien faire un sondage sur tel user, etc. Et dans 90% des cas, et particulièrement pour les sondages, c'est pas une bonne idée. Et je dirais que dans une bonne moitié des cas, en fait, c'est même pas la bonne question à se poser. Donc nous, l'idée c'était pas de dire, bah, en fait, on n'est pas là pour exécuter des méthodes, on est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc on va plutôt essayer de repartir du pourquoi, du why de votre projet, et ensuite on va construire ensemble une roadmap de research en fait, en se disant bah voilà vous avez telle et telle question, euh, qu'est-ce qui est important pour y répondre, qui est-ce qui va utiliser les données derrière, et quelles décisions vous voulez prendre avec. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a à la fois à quel point la méthode de recherche que tu utilises va permettre de bien répondre à la question. Il faut aller chercher des données qui peuvent répondre à la question. Et ensuite, il y a à quel point elle va être capable de convaincre en interne que tu as suffisamment bien répondu pour que tout le monde utilise les données et que ça fasse avancer le projet. Et parfois, on a fait du quanti en plus du quali à, je dirais, au moins deux tiers de ce qui nous a convaincu de le faire, c'est qu'en fait, les interlocuteurs en interne en avaient besoin. Et pour moi, c'est pas une mauvaise raison en fait de le faire. C'est s'il faut convaincre X stakeholders en interne pour que le projet avance, ben faisons-le. Euh, et donc voilà, c'était souvent des mix de méthodes entre du quali via des user interviews, du quanti, des user tests ensuite sur les protos qu'on avait. Voilà, donc l'idée c'était plus de se dire, voilà, on repart de la base et ensuite tout au long du projet, on va essayer de chercher les bonnes méthodes pour répondre à la question. Alors, je t'ai posé la question un peu naïvement, sachant qu'il n'y avait pas de bonne méthode, enfin en tout cas de méthode magique. Yeah. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Et du coup, ma question, c'est comment on réussit à se poser les bonnes questions? Comment on amène les gens à réfléchir et à poser, je sais pas, les bonnes hypothèses, se demander où est-ce qu'on va pour avancer? Ouais. Ben, je pense que la base de ça, c'est quand même le doute. Alors, ça fait un peu peur en fait de douter, et notamment quand on est dans des postes et dans des positions où on est décisionnaire, on est censé prendre les autres aussi avec nous dans notre projet. En fait, quand on est dans une position, on passe beaucoup de temps à parler et à convaincre les autres. Passer d'un mode où il faut douter et écouter les autres, c'est pas si simple. Alors, on en parlera peut-être après, mais je le vois aussi avec Moza aujourd'hui, où je travaille plus avec des entrepreneurs. C'est compliqué en fait d'être à la fois celui qui porte sa solution ou son idée, son histoire, et qui va aussi aller chercher des informations qui potentiellement vont remettre en cause ce à quoi on croit. Et donc voilà, je pense que la première chose, c'est de douter de ce qu'on sait déjà et de douter de soi-même. Et ensuite, du coup, de se dire, bah, on va plutôt aller faire confiance aux autres. Et les autres, c'est souvent les end users ou la cible pour laquelle on est, et se dire, bon, bah, ok, finalement, qu'est-ce que j'ai pour backer aujourd'hui
les solutions et les croyances sur lesquelles je m'appuie. Est-ce qu'il y a des données marché, des données concurrents, enfin bref, voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en fait pour soutenir ce à quoi je crois. Et une fois que tu creuses ça, en fait, souvent assez vite, tu vas commencer à te dire bon ok, ça me semble solide. Ça en fait ça l'est pas et il faut absolument qu'on le remette en question parce qu'en fait on l'a jamais fait jusqu'à maintenant parce que ça a marché mais on sait pas tellement pourquoi. Enfin il y a des trucs parfois et c'est super. Hein, enfin il y a des boîtes qui n'ont pas fait de recherche pour qui ça marche et ça semble un peu magique mais en fait ça dure pas ad vitam aeternam. Et donc, en fait, il y a un moment où c'est sain aussi de se reposer là-dessus, se dire finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche, si ça marche, ou qu'est-ce qui fait que ça fail, si ça fail. Mais voilà, de se poser la question de pourquoi, de repartir à la base. Et au fur et à mesure, en fait, on va cocher des cases, les choses vont s'éclairer, on va commencer à allumer un petit peu la map de tout ça, et on va se poser des questions qui sont de plus en plus précises. Voilà, je pense que c'est ça la bonne méthode pour avancer, quoi. La bonne façon de faire, ok. On y reviendra encore tout à l'heure en parlant de Moza. J'ai juste encore 2 questions à te parler à propos de Fairpection. C'est vous étiez connu pour avoir un gros panel d'utilisateurs prêts à être disponibles quand il y a besoin de tester un service, un produit. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout quand tu n'as jamais fait de recherche, de pouvoir constituer un panel ou de trouver les bonnes personnes pour participer à ça. Quel conseil tu donnerais aux gens pour recruter les bonnes personnes pour tester un produit ou un service? Vaste question, et je pense qu'effectivement, c'est un des éléments qui est vraiment clé. C'est en fait, je pense qu'assez souvent, la recherche n'est pas faite parce que ça semble trop compliqué de trouver les users, et c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, Fairpection, nous, on avait à la fois construit notre propre panel au fur et à mesure. En fait, alors, pour le coup, il y a un vrai effet boule de neige, sachant que nous, on avait une problématique qui était un peu différente d'une boîte qui a un produit unique avec une ou plusieurs cibles. C'est que nous, l'idée, c'était de recruter ce qu'on appelle NSP, donc c'est représentatif de la population nationale du pays dans lequel on recrute, donc la France au début, et ensuite d'être capable de faire des quotas, de trouver des cibles plus spécifiques, etc. Donc à la fois on avait en fait notre panel, mais on travaillait aussi avec plusieurs partenaires qui nous permettaient de recruter, de faire des recrutements plus spécifiques. Je pense que du coup, pour un produit, moi mon conseil c'est d'essayer, enfin déjà d'avoir conscience que c'est pas facile, que ça va prendre soit du temps, soit de l'argent, et assez souvent les deux. Mais en fait, si à partir du moment où ils se disent que c'est suffisamment important, il faut le faire. Et je pense vraiment que c'est suffisamment important. Il y a des super partenaires et des boîtes, notamment en France, qui existent, je sais pas s'il faut citer de noms de marques et de faire de la pub, mais tu peux, il n'y a aucun problème. Moi, une boîte avec qui j'ai commencé à travailler quand j'étais chez Fairpection, et je continue d'être fidèle chez Moza, c'est tandems.io, qui on crée une plateforme qui permet de recruter plein de cibles différentes très rapidement. Il y a d'autres boîtes aux États-Unis, Respondent.io, userinterviews.com, voilà, qui ont vraiment des solutions qui permettent de recruter des users très spécifiques en assez peu de temps. Et après, il y a effectivement toujours l'idée de se dire, moi j'ai une base de données, je vais recruter directement dedans, ce qui est évidemment ce qui peut être une bonne idée, mais il faut quand même faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est que en fait, si on commence à créer une espèce de pool de bêta-testeurs, en fait, on a souvent tendance à s'orienter vers les mêmes profils, en tout cas au moins d'usage. C'est-à-dire qu'on va souvent parler plutôt aux utilisateurs qui nous utilisent le plus, qui sont peut-être les plus à l'aise avec le produit, etc. Et c'est pas forcément du coup très représentatif des utilisateurs à qui on veut parler, parce qu'en fait on veut aussi souvent parler
à ceux qui nous utilisent pas, à ceux qui nous quittent, etc. Donc voilà, faut faire attention, je pense, à pas forcément choisir la facilité, c'est-à-dire de dire bah je vais parler à ceux qui veulent bien me parler, quoi. Parce qu'en fait c'est à mon avis un bon moyen de fonctionner en vase clos et en fait au bout d'un moment de se dire bah je fais de la recherche mais en fait je parle que à mes power users en gros. Et du coup en fait si je fais ça, ce qui va se passer c'est que je vais développer un produit pour des power users parce que naturellement je vais comprendre leurs besoins, leurs problématiques, donc je vais faire des features qui correspondent à leurs besoins, etc. Et je vais m'éloigner en fait de ce que je pourrais faire. Donc je pense que c'est quand même vraiment important de se dire ben comment est-ce que justement j'ai cette respiration par rapport à ce que je connais déjà et je vais chercher à recruter autre chose. Et, et souvent effectivement pour faire ça, ben il faut passer soit par des boîtes externes, soit après trouver des moyens un peu un peu smart de le faire à la mano. Et je pense que typiquement les boîtes qui ont des grosses managers, qui ont des super idées pour recruter des nouveaux users, bah ils ont peut-être des super idées pour recruter des users qu'on veut interviewer aussi. Donc ça peut être un bon truc, je pense, pour quelqu'un qui veut faire de la recherche dans sa boîte, d'aller voir quelqu'un en grosse et de se dire bah est-ce qu'on peut trouver une solution pour targeter ces personnes-là, les recruter juste pour leur parler et mieux les comprendre parce qu'ils nous intéressent pour le produit, quoi. C'est plutôt ce que me disait Noémie de Hitch, ou à l'époque quand elle bossait chez Hitch et qui est passée dans le podcast, où en fait ça va dépendre vraiment déjà de ce que tu cherches à faire. Et puis après, ça dépend aussi de ton produit, puisque elle, sur Hitch, c'était assez simple d'aller voir n'importe qui dans un café et dire tiens, teste mon app, ce qui est pas du tout la même chose quand tu essaies de rentrer dans des produits beaucoup plus spécifiques et plus précis. J'aimerais bien revenir sur cette notion que tu as dit où quand tu parles tout le temps aux mêmes personnes, tu vas forcément induire un biais qui fait que tu vas orienter ta recherche sur ce profil spécifique-là. Il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux faire de la recherche que pas du tout de recherche. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux faire quand même de la recherche qui va être un peu biaisée ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en faire dans ce cas de figure? Moi, je pense qu'il vaut mieux toujours en faire. Par contre, et en fait, il n'y a pas de recherche non biaisé, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, notre échantillon, même le plus représentatif possible, il sera jamais parfait. Nos questions, même les mieux écrites possibles, elle sera jamais parfait. Un test utilisateur, c'est pas des conditions réelles. Même le shadowing, qui est peut-être la meilleure version de tout ça, ben c'est pas parfait parce que voilà, on voit pas tout, etc. Donc il faut Tu peux accepter. expliquer, tu Ouais, peux pardon. expliquer juste le shadowing pour les personnes qui... Ouais, le shadowing, du coup, ça consiste à aller voir un user dans son environnement naturel, on va dire. Donc, ça peut être, par exemple, en B2B, son environnement de travail. Et en fait, à passer du temps à juste regarder comment il évolue, comment il travaille, c'est quoi son écosystème, etc. Donc, je sais pas, je m'imagine très bien, par exemple, des gens de Doctolib aller regarder bah, en fait comment fonctionnent les médecins et comprendre vraiment leur contexte. Et en fait, ça c'est hyper puissant parce que quand on parle aux gens derrière leur écran ou quand juste on leur fait tester des choses, c'est très très différent d'être vraiment dans le cabinet d'un médecin avec son ordinateur à lui, sa connexion à lui. Je vois très bien c'est les vieux médecins qui avaient les casiers gris, etc. Enfin, moi, je me rappelle de mon médecin. Et je me dis, voilà, en fait, si tu vas dans son environnement à lui, tu comprends quand même beaucoup mieux tout ça. Donc voilà, le shadowing, je pense que c'est hyper puissant de ce point de vue-là. Et effectivement, ça introduit moins de biais parce qu'on est plus dans l'observation et moins en train de provoquer des choses chez l'utilisateur, mais par contre, on va creuser moins profondément dans sa tête, etc., que ce qu'on peut faire en interview. Ouais, donc tu dirais qu'il y a plusieurs méthodes, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Exactement. Et du coup, juste pour revenir sur l'histoire des biais, je pense qu'évidemment, ce qui est important, c'est plus de se poser la question, c'est quoi les biais que j'ai dans ma recherche et de considérer du coup l'analyse de mes résultats par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu parles que à tes power users, ben ok, mais par contre,
tu peux pas te faire croire à toi-même ou au reste de ton équipe que ça c'est vrai pour tout le monde. Il faut aussi que tu sois OK pour dire ben voilà, j'ai parlé que à ces personnes-là. Du coup, on a réduit une partie de l'incertitude qu'on a, mais il en reste toujours une. Et ça, ce sera toujours là. En fait, je pense, qu'il faut vraiment apprendre aussi quand on fait de la recherche à pas être dans des valeurs absolues en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait que réduire l'incertitude, mais ce sera jamais 100%. Et c'est vrai que euh, ça peut faire un peu peur et c'est parfois c'est pas très vendeur en fait de raconter les choses comme ça, je pense. Mais une fois que c'est accepté, je pense que ça change beaucoup de choses. Et voilà, en fait tout ça c'est des valeurs relatives et on va les améliorer au fur et à mesure. Et donc on va commencer par de la recherche qui sera peut-être pas terrible, mais c'est pas grave parce qu'elle va commencer à augmenter notre connaissance et on va pouvoir s'appuyer dessus pour développer les choses au fur et à mesure. C'est un peu ce que tu disais au début, où tu essayes de mettre la recherche en place au début, histoire que tout le monde s'acclimate et s'y habitue, et au fur et à mesure, ça va faire un effet boule de neige et tout le monde va commencer à être embarqué dans cette histoire. Complètement. Chouette. Ma dernière question sur Fairpection, c'est que, si je me trompe pas, là-bas, tu étais en charge de l'équipe User Research, tu étais lead là-bas. Comment on crée une équipe dédiée à la recherche? Parce que on voit de plus en plus d'entreprises recruter un user researcher, parfois essayer d'en avoir un deuxième. La question c'est comment on fait pour monter une équipe research, et surtout quelles sont les qualités que toi tu recherchais chez un ou une user researcher pour bien faire son travail. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je pense déjà un point quand même qui est important, c'est pareil, il n'y a pas de valeur absolue de l'équipe user research. Elle doit s'adapter évidemment au contexte de l'organisation dans laquelle elle va évoluer. Et du coup, nous, notre contexte, c'était qu'on avait des clients qui avaient des problématiques assez différentes et on avait de plus en plus de clients internationaux aussi. Donc avec des partenaires évidemment, mais on se mettait à faire de plus en plus de recherches aux États-Unis, en Asie, donc au Japon, en Chine, etc. Donc moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est d'avoir des profils qui ont des compétences différentes en recherche. Donc, des gens, par exemple, qui sont assez forts en recherche quantitative, c'est intéressant parce que il y en a pas énormément. Des personnes qui ont peut-être un profil un peu plus design et qui se sont mis à faire de la recherche, c'est intéressant aussi parce que du coup nous on va on sait toute la partie recherche, mais on essayait au maximum d'orienter les choses vers quelles sont les solutions qu'on peut proposer ensuite pour les équipes produits et design. Donc on pouvait pas non plus uniquement rester dans notre truc de recherche sans comprendre tout ce qui se passe autour. Donc si tu as des designers qui se sont mis à faire de la recherche, c'est intéressant aussi. Et du coup, le point, c'était est-ce qu'on est capable peut-être d'aller chercher des profils qui sont un peu plus internationaux, qui ont peut-être une double ou une triple culture, et qui vont nous permettre de mieux comprendre, peut-être d'aller faire de la recherche nous-mêmes dans des pays très différents, ou en tout cas de mieux travailler avec nos partenaires. Parce que, pour te donner des exemples, on travaille avec des partenaires en Chine où du coup ils font le recording des sessions de user test qui traduisent donc ces vidéos avec le texte en dessous et toi ensuite tu récupères ça et tu dois faire ton analyse, etc. Et même si tu as la traduction, il y a potentiellement des codes, tu vois, culturels, etc., que tu vas pas comprendre. Donc, ils nous aidaient un peu, mais c'est mieux si on a quelqu'un en interne pour arriver à faire ça, quoi. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, les différentes colorations, quoi, qu'on a essayé d'aller chercher. Et ensuite, ce qui doit être un peu plus commun à tout le monde, euh, ben, ça semblait un peu banal, mais il faut vraiment être curieux et en fait avoir une vraie capacité d'écoute et ça se travaille. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément
inné. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un caractère qui fait que c'est peut-être plus facile ou plus naturel, mais ensuite effectivement ça se développe et la curiosité pareil. Alors je pense qu'on a recruté que des gens qui ont cette curiosité et qui ont cette capacité ou en tout cas envie d'écouter et d'apprendre au maximum. Mais après, je pense voilà, c'est aussi un travail collectif d'améliorer ça les uns les autres. Et je pense que ça a une valeur à la fois en tant que researcher, mais aussi à l'intérieur d'une organisation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que une équipe de researchers, ça fonctionne assez différemment d'une équipe de sales, par exemple. Quoi. Pourquoi ça? Parce que on a des comment dire, je pense que c'est des profils différents et parce que c'est des réflexes qui sont différents. En gros, pour moi, pour faire très court, il y a un peu les avocats et les détectives. Et clairement, ce qu'on va chercher chez un researcher, c'est d'être d'abord un bon détective, sachant qu'il va falloir qu'il soit pas trop mauvais avocat parce qu'il faut aussi qu'il apprenne quand même à vendre effectivement ce qu'il a appris et sa méthode, etc. Et c'est d'abord un bon détective, alors que, à mon avis, les meilleurs sales, c'est quand même d'abord des bons avocats. Et après, on peut les aider à être des meilleurs détectives pour justement mieux apprendre, etc. Mais voilà, ça fonctionne un peu différemment. Compris. J'ai l'impression. T'es resté, t'as dit tout à l'heure, 5 ans, c'est ça, chez Fairfaxion? Ouais. Ok. Tu décides du coup au bout de 5 ans de rejoindre le collectif Mozza dont on va parler. La première question que j'ai envie de te poser, c'est vu tout ce que tu as mis en place, vu toutes les possibilités qui ont l'air d'être quand même un super terrain de jeu pour un user researcher, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Ouais. En fait, déjà, ces 5 ans, évidemment, ils n'ont pas été linéaires. Quand il y a eu pas mal d'étapes, on est parti d'un petit projet entrepreneurial où, en gros, c'était un peu... moi, j'avais 23-24 ans et du coup, je me disais, c'est un peu le moment de tester un truc. J'ai pas vraiment d'enjeu. En fait, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais bon, une fois que tu as commencé à passer un peu de temps, tu as quand même bien envie que ça marche. Donc là, on a développé les choses. Il y a l'équipe qui s'est agrandie. On a eu plus de clients. Enfin voilà, avec les 3-4 premières années, il y avait vraiment cette énergie aussi de développer plein de choses nouvelles et de faire face à plein de problématiques, à la fois en tant que researcher, mais aussi en tant qu'associé d'une petite entreprise qui se développe. Et au bout d'un certain temps, au final, je pense que il y a quand même une petite lassitude qui finit par s'installer parce que il y a quand même un certain nombre de clients qui sont les mêmes, de sujets qui sont les mêmes. Donc j'avais le sentiment d'apprendre moins de choses. Et l'autre point, c'est qu'en fait, du coup, j'ai aussi eu un rôle un peu de manager, même si on avait une organisation qui laissait quand même beaucoup de place aux décisions des uns et des autres. Voilà, j'avais ce rôle-là. Et j'avais, je pense, un peu envie de retrouver la liberté plus d'un contributeur individuel et de me dire, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de perfectionner dans ma pratique de la user research, plein de sujets que j'ai envie d'aller explorer, qui m'intéressent plus que les sujets des clients que j'avais à ce moment-là. Notamment des sujets plus d'innovation, de nouveaux projets, voilà, de travailler avec des entrepreneurs, etc. Donc voilà, c'est ça qui m'a conduit à laisser ma place et puis à rejoindre Mozza à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous présenter Mozza pour ceux qui ne connaissent pas le collectif? Oui, bien sûr. Donc Mozza, c'est un collectif de product design qui travaille pour des startups early stage ou pour des scale-up et grosses boîtes tech en Europe et aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de réunir tous les métiers
qui vont permettre de faire un bon produit. Donc de la user research à la stratégie produit, à l'UX, à l'UI, et de se dire finalement il y a plein de projets dans ces boîtes-là qui peuvent pas être qui peuvent pas être staffés avec tous ces profils-là. Donc pour une startup early stage, plutôt que se dire on va prendre un ou deux couteaux suisses et qui vont devoir un peu tout faire, mais du coup ça va être des profils qui sont difficiles à recruter et qui n'existent pas forcément. C'est mieux d'avoir quatre couteaux japonais qui seront là peut-être que pendant quelques semaines ou quelques mois, mais qui du coup réunissent toutes les compétences qui vont permettre de crafter un super produit. Et pareil, quand c'est des plus gros projets, souvent c'est parce que eux ont pas nécessairement les ressources en interne pour le faire. Du coup, ils viennent travailler avec Moteur. Dans les clients que vous avez, j'ai noté qu'il y avait par exemple Airbnb ou Uber, pour parler des grands noms américains. Du coup, on a un peu parlé du sujet tout à l'heure, on a un peu tourné autour, donc je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Tu parles beaucoup de startups early stage, tout à l'heure tu parlais d'entrepreneurs qui doivent un peu déconstruire leurs certitudes. Comment tu fais justement pour aller vers ces entrepreneurs, pour leur expliquer qu'il faut faire de la recherche, que ça sert à rien de commencer par de poser un design sur leurs idées et qu'il faut prendre le temps d'abord d'y réfléchir? Ouais, c'est une excellente question. Je pense que peut-être déjà il y a deux types pour moi un peu d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ont déjà une culture produit et design assez forte et pour qui du coup la recherche va être un peu plus facile à, à accepter, ou en tout cas assez vite ils vont se rendre compte que ça fait partie du processus, ou parfois ils l'ont même déjà eux en tête et ils sont demandeurs. Et en fait on le voit dans des boîtes même beaucoup plus importantes, les premières équipes de recherche elles arrivent en général dans des boîtes qui ont des co-founders qui viennent du produit et du design. Quand c'est des profils peut-être un peu plus tech ou plus business, c'est moins naturel pour eux en fait de se poser ces questions-là. Ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir, etc. Mais du coup, c'est vrai que pour nous, il va falloir vendre les choses un peu différemment. Après, l'idée du coup, c'est de se dire en fait, ensuite il y a des entrepreneurs qui arrivent avec une idée très 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 précise. Et du coup, souvent, c'est des entrepreneurs qui connaissent déjà très très bien leur marché, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont sur un marché peut-être de niche depuis 10, 15 ans, qui voient les choses, qui du coup ont déjà bien creusé le sujet. Et du coup, là, l'idée souvent, ça va être quand même de confronter ce qu'ils pensent savoir pour vérifier à quel point c'est solide. Et si c'est solide, de se dire ok, super, maintenant, c'est quoi les prochaines questions qu'on se pose pour arriver à faire un bon produit. Donc il y a ce cas-là. Ensuite, il y a un deuxième cas de moi, je veux digitaliser tout un secteur. Et donc là, on va dire non, ça ne va pas arriver comme ça. Donc il faut quand même que on se pose un peu plus de questions. Donc là, on va déjà essayer de comprendre l'entrepreneur, c'est quoi lui un peu sa raison d'entreprendre. C'est-à-dire de se dire finalement ce qui va faire que le projet réussit au final, c'est quand même sa capacité à lui à construire une solution, à construire une équipe, à aller la vendre, etc. Donc, faut quand même qu'il croit au truc, quoi. Et donc, on essaie de comprendre, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Et maintenant, sur la base, on se dit, ok, nous maintenant, on va essayer de mieux comprendre le marché et les users. Et on va essayer de réconcilier un peu ces deux choses-là. C'est-à-dire que avoir une super envie d'entreprendre et envie de se battre contre quelque chose ou de créer quelque chose, c'est bien. Mais en fait, s'il y a un moment où si ça matche pas avec des besoins marchés et utilisateurs, malheureusement on va pas pouvoir construire un produit qui ira au bout, quoi. Donc et c'est difficile parfois parce que tu peux te retrouver dans le cas où tu fais un truc très exploratoire et puis à la fin tu te rends compte que il y a peut-être rien en fait qui est vraiment intéressant
sur ce marché-là. En tout cas, il y a peut-être aucun problème que tu as découvert que l'entrepreneur a envie de résoudre. Mais Comment tu gères ce cas de figure? Parce que depuis tout à l'heure, on parle du cas de figure où on fait de la recherche, on a des questions, on essaye de trouver tout ça et ça se passe plutôt bien, on réussit à trouver une solution à la fin. Là, dans ce cas de figure, c'est quand même très précis. C'est tu cherches quelque chose et tu te rends compte qu'il n'y a rien. Comment tu mets ça en forme d'un point de vue de... Je sais qu'un researcher a pour but juste de trouver des problèmes et de les exposer, mais quand il n'y a pas de problème, c'est problématique. ben, alors, c'est rare qu'il n'y ait pas de problème, mais il n'y a pas forcément des problèmes qu'on a envie de résoudre, quoi. Je pense que c'est plus ça le cas de figure qui peut arriver. Se dire, bon ben, finalement, on avait l'intuition que ça c'était un énorme problème et c'est peut-être vraiment très secondaire. C'est pas suffisamment painful pour vraiment construire un produit. Par contre, on a découvert autre chose qui est hyper intéressant, mais quand tu le confrontes avec l'entrepreneur qui s'attaque au marché, bah en fait lui peut-être ça l'intéresse pas parce que c'est ça. En fait, construire cette solution là, c'est pas quelque chose qui le botte et je pense que bah, c'est hyper important de s'en rendre compte à ce moment-là et peut-être qu'en fait ça va amener d'autres questions et en fait pour moi c'est déjà un premier pivot quoi, c'est de dire bah en fait tu commences à faire pivoter ton idée uniquement en posant des questions à des personnes. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps que si tu as déjà construit un début de solution. Et alors là, en revanche, ce qui est assez... Là où on marche un peu sur des œufs, je pense, c'est que, en fait, naturellement, tu as quelque chose qui se crée chez l'entrepreneur qu'on appelle le raisonnement motivé en psychologie, qui est qu'en fait, bah, lui, il va retourner les problèmes pour que ça finisse par correspondre à la solution ou une solution qu'il avait envisagée. Quoi. Et donc, le travail du researcher à ce moment-là, c'est justement d'essayer d'être le plus factuel possible et de remettre les choses dans leur contexte, etc., au maximum, pour qu'il ait la vision la plus claire de la carte à laquelle il s'intéresse. Et du coup parfois lui dire non, enfin en tout cas lui dire qu'il a l'air de faire fausse route, parce qu'en fait lui son raisonnement et c'est naturel, hein, il va forcément voilà vers les petites branches auxquelles il peut se raccrocher pour la solution qu'il avait en tête, et ça peut être assez dangereux. Quoi. C'est le fameux rôle d'avocat du researcher dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Là, je comprends bien comment ça se passe une recherche avec quelqu'un qui est en train de monter sa boîte et qui a besoin, qui arrive avec plein de questions et qui essaie de fouiller tout ça. Quand vous travaillez pour un Uber ou pour un Airbnb, alors j'imagine qu'il y a de la confidentialité derrière tout ça, donc je te demande pas forcément de donner un exemple très précis, mais quand eux font appel à vous, moi je vois une grosse boîte américaine qui fait de l'expérience utilisateur et du design un de ses leitmotifs, et vous arrivez, vous faites quoi? Vous dites non, attendez, le projet sur lequel vous voulez qu'on parte, on va d'abord faire de la recherche. Moi, je les vois déjà en fait arriver avec tout préparé pour vous et juste faites-le. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je fantasme un peu la réalité? Alors, je vais pas pouvoir parler de Airbnb et Uber parce que perso, j'ai pas travaillé avec eux au sein de Moza, mais j'ai travaillé avec sur des plus gros projets. Et effectivement, je pense que une des premières différences, c'est que bah tu pars beaucoup moins de zéro. Il y a déjà énormément de données qui existent, de connaissances qui existent. Et donc la première chose qu'on va toujours faire, c'est de dire bah pour ce projet X, nous on a besoin d'avoir la même connaissance que vous au départ. Et ensuite, sur la base de cette connaissance, on va quand même regarder s'il n'y a pas un certain nombre de questions que vous vous êtes peut-être pas encore posées ou auxquelles vous n'avez pas encore répondu et qui sont importantes pour le projet sur lequel on travaille en question. Après, je pense que ça a de la valeur pour n'importe quelle organisation de faire appel à... En fait, le researcher à l'intérieur d'une organisation, il essaye un peu d'être celui qui est le plus éloigné, on va dire, du reste pour se tenir, d'avoir un peu une position de third party quoi, à l'intérieur de sa propre organisation et par rapport aux autres équipes.
Et du coup, potentiellement, ça, au bout d'un moment, ça marche un peu moins à l'intérieur d'une organisation. Et du coup, d'avoir une autre boîte, un regard extérieur sur ce que tu fais, bah ça peut te faire gagner beaucoup de temps et simplifier aussi parfois certains débats. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi pour des organisations qui sont plus complexes et plus importantes, c'est de se dire bah en fait ce truc-là on s'en sort pas, ou cette équipe-là bah elle est fatiguée, elle marche moins bien, ou elle est pas bien staffée. Du coup on va faire appel à d'autres personnes qu'on aussi des skills qu'on a peut-être en interne, mais qui eux vont pouvoir les utiliser différemment. Et du coup, on construit une petite équipe qui va travailler avec nous et qui va nous donner un petit pump, quoi, tu vois, qui va nous permettre d'accélérer et de régénérer aussi un peu la manière de travailler, quoi. Une équipe qui n'est pas à la fois juge et partie. Exactement. Je pense qu'au cours de ton parcours, tu as vu à peu près tous les types de boîtes, les early stage, les grosses startups, les startups qui veulent accélérer et les grosses boîtes du CAC 40. Finalement, on est d'accord que quelle que soit la taille de l'entreprise, la façon de faire de la recherche reste relativement la même. On s'entend bien, hein, tu t'adaptes à chaque besoin, mais finalement, si le besoin est le même dans une petite boîte ou dans une grosse, la recherche se fait de la même façon. Mmh. Ouais, je pense que ce qui change, c'est pas tellement c'est plus les intentions et les besoins que les méthodes. C'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'en fait, bon déjà, je pense que la clé, c'est l'intention, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as l'intention d'apprendre des choses pour changer, ben, tu as déjà, à mon avis, 50% du chemin. Si tu as l'intention d'apprendre des choses pour aller vendre la solution à laquelle tu as déjà réfléchi, ben, c'est pas la peine. Enfin, moi, j'ai parfois fait de la recherche trimé pour des mauvaises raisons. Il se trouve que ben voilà, il faut aussi vivre. Mais c'est vrai qu'au fond de toi, bon bah euh, tu sais que si t'es pas capable de changer, en fait voilà, pour moi c'est vraiment l'intention de changer et de progresser, quoi. C'est de se dire cette méthode là, elle doit être faite pour ça. Et en fait ça c'est quand même quelque chose qui est quand même plus lié à la culture et à l'organisation euh, que au fait de faire de la recherche ou pas, quoi. On fait parfois appel à toi juste pour venir dans des entreprises et éduquer l'entreprise à ce qu'est de la recherche sans forcément en faire. Un petit peu avant, ouais, c'était plus, on va dire, évangéliser, tu vois, sur la discipline et expliquer pourquoi euh, c'est important, comment est-ce que ça s'insère dans un cycle de développement produit, etc. Euh, et c'est un peu l'idée globalement, enfin, de Cousteau, là, le petit collectif qu'on a créé, c'est aussi, euh, en fait, alors du coup, je profite pour en parler un tout petit peu. Mais tu sais quoi, c'était exactement la question que j'allais te poser ensuite. C'était en fait, comme tu as créé Cousteau, vas-y, parle-en, explique-nous Ouais, ce que c'est. Et puis, parce que du coup, la genèse de ça, c'est en fait un peu, c'est une hypothèse, on va dire, qu'aujourd'hui, globalement, la culture produit et design est à un stade de maturité bien plus avancé dans l'écosystème français. Mais pour autant, si on compare par rapport aux Nordiques, aux Anglo-Saxons, on voit que la research semble un peu le parent pauvre de tout ça, quoi. Donc quand j'ai rejoint Moza, on a eu un peu cette discussion et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on avait un peu ce constat, cette hypothèse, mais c'était pas suffisamment précis pour qu'on puisse construire des solutions. Donc on a fait de la recherche. On a été du coup discuter avec une quinzaine de head of product, head of design, designer, PM dans toutes ces boîtes là. Et globalement, on s'est rendu compte de deux choses. C'était effectivement le parent pauvre parce que c'était toujours un peu en bas de la pile.
on sait que c'est important, mais en même temps, on nous demande de shipper, et dans l'absolu, on peut quand même shipper des choses sans avoir fait de recherche. Ça veut pas dire que c'est bien, et on le sait, mais on a fait une partie du job, en tout cas, quoi. Et souvent, voilà, on sentait un peu une petite amertume, quoi, dans la manière dont c'était raconté par les personnes, parce que au fond, il y avait ce truc de, on sait que c'est important, mais on n'arrive pas à en faire une priorité. Et souvent, c'est parce qu'on a aussi du mal à le vendre en interne. C'est-à-dire qu'en fait, aller dire à mes boss, il faut faire de la recherche, je pense rien que le terme, c'est compliqué. J'ai mis 5 ans à les convaincre qu'il fallait faire du design. Maintenant, on y arrive. Là, pour la recherche, ok, je sais que c'est important, mais reviens plus tard, quoi. Tu vois, genre, je suis fatigué, quoi. Et le deuxième truc, c'était, bah, on commence à en faire, mais en fait, il y a personne en interne qui a une connaissance ou suffisamment d'expérience sur le sujet pour un peu, bah, porter son bâton de pèlerin, pardon, et convaincre tout le monde et mettre en place des rituels, etc. Donc, ben, on n'arrive pas à ce que ce soit systématique dans notre manière de travailler. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de s'attaquer à ça. Et donc, pour s'attaquer à ça, on a créé un petit collectif, voilà, de user researchers qui ont envie qui suffisamment enfin, qui se sentent suffisamment légitimes, en tout cas, pour s'exprimer sur le sujet et essayer d'aller convaincre que c'est important et de faire un petit peu remonter le sujet à l'intérieur de l'écosystème, et de se dire, bah, formons finalement tous ces gens qui le font déjà, mais qui ont besoin peut-être de gagner un peu en expérience, de gagner aussi en confiance, parce qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, je pense, chez des designers et des PM, qui se disent, mais est-ce que je fais bien, est-ce que je suis pas en train de poser les mauvaises questions, etc. Euh, et c'est sûrement vrai parfois, mais il y a sûrement plein de très bonnes questions qu'ils posent et de bonnes réponses qu'ils ont du mal à utiliser. Donc voilà, de se dire, bah, on va former ces personnes-là. Donc on a une petite formation là qui commence avec ce collectif-là, où l'idée c'est justement bah, d'aider à monter en compétences plutôt des PM et des designers sur le sujet. J'en profite pour dire que j'ai reçu Marine Dias d'Algolia et Roxane Lacoste qui est freelance sur ce podcast et qui font partie du collectif. Donc si vous voulez écouter les épisodes, je les mets dans la description. Moi, j'aimerais revenir sur un dernier point sur Cousteau. C'est on parle globalement de la recherche, de la user research depuis tout à l'heure. Concrètement, dans cette formation, qu'est-ce que les PM et les designers vont apprendre? Ouais, c'est un super question. Donc nous, le constat de départ, c'est de se dire, ben, ils font des choses, mais ils sont pas très en confiance dans ce qu'ils font, et ils ont du mal à systématiser ça, en gros, à ce que ce soit un peu structuré, quoi, euh, dans leur manière de faire. Donc, le but, c'est pas d'en faire des user researchers hyper expérimentés demain, mais c'est de dire, ils ont des bases vraiment solides sur ce qui va faire une bonne research à notre sens. Donc la première chose, c'est de bien définir une approche de recherche. Donc ça, c'est ce qui commence par apprendre dans la formation. Donc c'est-à-dire, bah, une fois que j'ai réussi, comment est-ce que je priorise les différentes questions qui se posent en interne. Une fois que j'ai priorisé, comment est-ce que je définis la bonne méthode, le bon échantillon, etc., qui va permettre d'y répondre. Et ensuite, du coup, l'idée, c'est que on les aide à mettre en place les principales méthodes. Donc ensuite, ils vont faire des user interviews en vrai et être coachés pour le faire. Passer du temps à analyser les données de ces interviews avec une méthodo. Pareil pour les user tests, pareil pour les surveys, qui est probablement la méthode la plus mal utilisée et la plus dangereuse, parce que on peut vraiment faire dire tout et n'importe quoi, et je pense qu'on le voit toutes les semaines dans les médias à un sondage. Donc voilà, apprendre à faire ça, ça peut être une super méthode, mais c'est moins simple que ça en a l'air. Et ensuite, la dernière chose, c'est comment bien utiliser les insights et ce qu'on a appris à l'intérieur du cycle de développement produit. Parce que effectivement,
ce qui fait la valeur de ce qu'on apprend, c'est l'utilisation derrière, quoi. C'est-à-dire que apprendre pour apprendre, on comprend bien, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile à vendre parfois, que ça suffit pas. Donc c'est comment est-ce que tu passes effectivement des différents insights à de l'idéation ou aux optimisations, etc., quoi, quand tu fais le lien avec le reste. Hyper intéressant. Je mettrai le lien de la formation dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Grégoire, on en arrive à la fin de notre discussion, toi et moi. Avant qu'on se quitte, j'ai pour habitude de demander si mes invités, s'ils ont des ressources à nous recommander. Est-ce que toi, tu en aurais à nous recommander? Ouais, évidemment. Du coup, je vais peut-être citer d'autres podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Donc, un que j'aime bien, ça s'appelle Mix Method. Donc c'est un podcast américain sur la research. C'est pareil, des conversations de 45 minutes, 1 heure, un peu plus focus sur des sujets en particulier, avec plein de researchers anglo-saxons souvent, mais c'est comme souvent eux qui ont le plus d'expérience. Donc voilà, avoir des researchers, je sais pas, de Google Ventures, de Slack, d'Airbnb, qui racontent leur parcours et la manière dont ils travaillent. Je pense que c'est assez inspirant quand on s'intéresse à ce sujet-là. Il y a Roxane Lacote qui a lancé un podcast qui s'appelle Quote, il y a le 3e épisode avec Badr, qui fait aussi partie des mentors de Cousteau, vient de sortir, et qui est super intéressant. Et sinon, peut-être dans des choses moins appliquées, moi, les livres, en fait, j'aime bien, c'est un peu quelque chose qui est derrière, on va dire, notre pratique. Parce qu'on n'est pas du tout des psychologues ou des neuroscientifiques, mais je pense qu'on s'intéresse tous pas mal à ces sujets-là en tant que researcher. Et alors, un livre qui fait un peu foi, même s'il y a eu plein de discussions derrière et de remise en cause de la manière dont c'est expliqué sur le sujet, c'est Thinking Fast and Slow de Kahneman, qui, en gros, très brièvement explique la manière dont notre cerveau fonctionne en mode heuristique, donc en mode instantané, et en mode problématique compliquée. Donc voilà, comment est-ce qu'on shift. Et il y a un autre bouquin d'un neuroscientifique franco-libanais qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Il s'appelle Albert Moukaiber, que je viens de terminer, et super chouette. Et il y a plein d'exemples en fait de la vie de tous les jours aussi. De comment est-ce qu'on se ment à nous-mêmes, et ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est que on se ment à nous-mêmes, et du coup les users se mentent à eux-mêmes, et du coup nous, notre travail, c'est justement d'essayer de leur faire dire une forme de vérité en tout cas, mais que eux-mêmes parfois se cachent, et ça c'est un vrai travail. C'est vraiment une partie que je trouve assez intéressante du travail. Voilà, je pense que c'est ça mes ressources favorites. Super, je mettrai les liens dans la description une nouvelle fois. Et Thinking Fast and Slow, je crois qu'en français il s'appelle Système 1, Système 2. Oui, ça doit être ça. Pour ceux qui le cherchent, un titre pas du tout sexy. Grégoire, si les gens veulent te contacter pour te poser des questions, prendre contact avec toi, on les renvoie vers quoi? LinkedIn, Twitter? Ou pour me contacter, plus LinkedIn, ouais. Okay, message sur LinkedIn, c'est parfait. Top, je mettrai ton profil dans la description encore une fois. Écoute Grégoire, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé pour cette discussion, et puis à très bientôt. Merci à toi Gauthier, à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.